Je vous remercie tout le monde de participer à cette présentation. Pour remettre les choses en contexte, vous savez que le Comité sur l'immunisation du Québec a émis un avis le 18 décembre avec une mise à jour le 15 janvier, dans lequel on parlait du contexte de pénurie de vaccins contre la COVID-19 et qu'on avait des données provenant des essais cliniques à la fois du vaccin de Pfizer et du vaccin de Moderna qui montraient une efficacité élevée d'une première dose de vaccin, donc avant même que la deuxième dose ne soit administrée. Et donc, on avait recommandé à ce moment-là d'offrir une première dose de vaccin au plus grand nombre de personnes qui appartenaient au premier groupe prioritaire, mais avec la nécessité de faire une surveillance en temps réel de l'efficacité des vaccins contre la COVID, tant au Québec que dans le reste du monde. Je présente les 6 groupes prioritaires qui avaient été identifiés et vous voyez en bas que ces 6 groupes-là, qui sont essentiellement des gens de 70 ans et plus qui vivent soit dans la communauté ou en RPA ou en CHSLD, et évidemment, on a aussi les travailleurs de la santé, mais essentiellement pour les personnes plus âgées, ça représente les 2 tiers des hospitalisations, plus de 50% des admissions aux soins intensifs et près de 95% des décès. Et donc, ce sont ces personnes-là qui sont visées de façon prioritaire pour être vaccinées. L'efficacité vaccinale dont je vais parler ce matin, ça mesure la réduction du risque de maladie chez les personnes vaccinées par rapport à celles qui ne sont pas vaccinées. Donc, pour prendre un exemple, ici, si on avait 2 groupes de taille égale et que 10% des personnes non vaccinées faisaient la maladie, alors que 1% des personnes vaccinées faisaient la maladie, on aurait eu une réduction de 90% de la fréquence de la maladie chez les personnes vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées. Et donc, on aurait une efficacité vaccinale de 90%. Donc, avec les équations habituelles, on mesure l'efficacité vaccinale comparant toujours ce qui se passerait chez les non-vaccinés et chez les vaccinés. Une chose qui est importante, c'est de garder en tête que l'immunité due au vaccin nécessite à peu près 2 semaines pour se développer. Et dans les études cliniques sur les vaccins à ARN messager, on voit bien ça apparaître dans le graphique que vous voyez ici, où on voit que dans les premiers jours, on a le groupe bleu, la ligne bleue qui représente les gens qui avaient reçu le placebo et la ligne rouge qui représente les gens qui avaient reçu le vaccin. Et on voit bien que dans les premiers jours après la vaccination, l'incidence dans les 2 groupes est la même. Puis tout à coup, autour de 12 à 14 jours, on voit se séparer la ligne des gens vaccinés de celle des gens non vaccinés. Et ça, c'est vraiment essentiel à comprendre pour toute l'analyse qu'on doit faire des résultats de l'efficacité du vaccin. Dans leur publication, les gens de Pfizer avaient calculé l'efficacité en disant que si on prenait toutes les infections qui étaient arrivées entre la dose 1 et la dose 2, on avait une efficacité de 50%. Mais ceci incluait les 14 jours initiaux où on n'a aucune efficacité du vaccin. Et dans l'avis donc du mois de décembre, le SIC avait bien présenté que lorsqu'on partait de 14 jours après la première dose jusqu'au moment de la deuxième dose, on arrivait à une efficacité de 92% et que c'est cette efficacité-là dont il fallait tenir compte pour voir quel serait l'impact du vaccin après une seule dose. Hier après-midi à 5 heures, le New England Journal of Medicine qui avait publié l'article présentant les données de phase 3 de l'essai de Pfizer a publié un article préparé par le Dr Danuta Skoronski de Colombie-Britannique et moi-même dans lequel on reprend ces données-là et dans lequel on dit justement toute l'importance de tenir compte de la très grande efficacité d'une première dose lorsqu'on exclut les 14 premiers jours. Donc, je vais vous présenter les données qu'on a pu, donc les résultats qu'on a pu mesurer au Québec sur l'efficacité du vaccin. Alors, il faut se souvenir qu'au Québec, on a commencé à vacciner le 14 décembre dernier. La couverture vaccinale a augmenté surtout à partir du début de janvier et on a calculé l'efficacité vaccinale avec 3 méthodes différentes. Alors, vous voyez sur ce graphique-ci,
En rouge, c'est l'augmentation de la couverture vaccinale chez les résidents de CHSLD. Et donc, évidemment, à partir du 14 décembre, il y a eu 2 CHSLD dans cette première semaine-là. La semaine suivante, un petit peu plus de CHSLD ont été vaccinés. Mais c'est vraiment du début janvier jusqu'à la fin de la 3e semaine de janvier où les résidents de CHSLD ont été rapidement vaccinés, alors que la ligne en bleu montre l'augmentation graduelle de la couverture vaccinale chez les travailleurs de la santé. Alors, il faut se souvenir que durant cette période-là, il y a eu quand même des gros changements qui ne sont pas tous dus au vaccin, loin de là. Et vous avez en bleu la courbe d'incidence de la COVID dans la population générale. Et il faut bien remarquer que là, ici, c'est une incidence par 100 000, alors que pour les 2 autres groupes, les travailleurs de la santé et les résidents, on parle d'une incidence par 10 000 personnes. Et donc, ça, c'est ce qu'on voyait à chaque jour, tout au long de la période du 14 décembre jusqu'au 10 février. Et on voit donc une grande diminution dans la population générale. Et cette diminution-là, donc, s'est faite en même temps qu'on faisait la vaccination. Et on ne veut pas attribuer toute la réduction qu'on a vue chez les travailleurs de la santé et chez les résidents à l'effet de la vaccination, parce qu'on sait que, justement, la réduction globale dans la population a eu aussi de l'impact sur le risque pour les travailleurs de la santé et les résidents de CHSLD. Donc ici, on a fait une première méthode, on a comparé quelle était l'incidence de la maladie chez des travailleurs de la santé vaccinés, qui est la ligne verte, à l'incidence chez les travailleurs de la santé non vaccinés. Il faut se souvenir que les travailleurs de la santé vaccinés étaient priorisés selon leur proximité avec des patients qui pouvaient être infectés contre la COVID. Donc, en théorie, le risque des gens qui ont été vaccinés était à la base plus élevé que le risque des gens non vaccinés. Malgré ça, quand on compare ces 2 groupes-là, l'incidence de ces 2 groupes-là, sans tenir compte de la date de vaccination, on voit progressivement la ligne rouge augmenter. Et elle augmente pourquoi? Bien, elle augmente parce que justement, les gens, après avoir été vaccinés, 14 jours plus tard, deviennent protégés. Et on voit donc cette augmentation progressive-là qui arrive autour de 80% à partir de la fin janvier. Il y a une autre méthode en anglais, ils appellent la screening method, qui est une méthode dans laquelle on compare parmi les gens qui ont fait la maladie, quelles proportions sont vaccinées, et on compare ça à la couverture vaccinale dans la population, donc la proportion de la population qui est vaccinée. Alors, vous avez le graphique à droite qui montre que on peut, en mettant la proportion des cas vaccinés, la PCV, puis la proportion de la population vaccinée, PPV, trouver à quel endroit se situe notre efficacité vaccinale. Et on a pris les 2 dernières semaines, celle du 2 au 16 février, et il y a eu 768 travailleurs qui ont été rapportés avec la COVID pendant cette période-là. 15% de ces cas-là avaient été vaccinés depuis 14 jours et plus, alors qu'on a environ 54% des travailleurs de la santé qui sont vaccinés. Et vous voyez l'étoile qui se situe entre la ligne qui indique 80% d'efficacité vaccinale et 90%. Donc, l'efficacité mesurée de cette façon-là serait de l'ordre de 85% chez les travailleurs de la santé. Une autre façon avec laquelle on a mesuré l'efficacité vaccinale, ça a été de comparer toutes les personnes vaccinées, mais donc on n'a pas de groupe non vacciné, mais comme on l'a montré, dans les premiers jours après la vaccination, il n'y a aucune protection. Donc, on a assumé que l'incidence dans les 10 premiers jours était l'incidence qu'on verrait dans un groupe semblable non vacciné. On a mis une période intermédiaire, une période tampon de 10 à 13 jours où là, on commence l'efficacité vaccinale, mais on ne voulait pas, je dirais, là, changer les résultats à cause de cette période tampon-là. Donc, on a exclu ça de l'analyse et on compare donc les gens qui ont été malades dans les premiers 10 jours de leur vaccination à la période de 14-20 jours, 21-27 jours et plus. Et on voit donc qu'à partir de 14 jours, on a une efficacité, une réduction de l'incidence qui est de l'ordre de presque 75%. Ça monte autour de 80% par la suite.
On a, comme vous voyez, ça c'est la date d'apparition de la maladie selon le nombre de jours depuis leur vaccination. Et vous voyez qu'effectivement, là, pour les cas vaccinés chez les travailleurs de la santé, plus on avance dans le temps, plus le nombre de cas devient petit. On a refait le même exercice pour les résidents de CHSLD et là, ce qu'on voit, c'est que dans la période 14 à 20 jours, on est avec une réduction qui est de l'ordre d'à peu près 50 %. Mais par contre, quand on est un peu plus tard, on arrive à 80 % de réduction. Et ces données-là semblent assez, je dirais, là, aussi être vues ailleurs, à savoir que chez les personnes plus âgées, la période pour induire l'immunité semble un peu plus longue que chez des personnes plus jeunes. Alors, vous avez ici la courbe de décroissance du nombre de cas hebdomadaires chez les résidents de CHSLD. Et donc, on voit qu'il y a une réduction qui est de presque 95 % depuis entre le début janvier et la deuxième semaine de février. Et évidemment, une partie de ça est due à la vaccination, mais aussi à la diminution progressive qu'il y a eu dans la population. Donc, c'est des résultats qui sont basés sur des données de surveillance. C'est loin d'être une étude de très haute qualité comme on l'a dans les essais cliniques. C'est évidemment important de tenir en compte que la date de diagnostic des cas est généralement postérieure à la date de début des symptômes. Donc, quand les gens ont des symptômes, quelques jours après, ils vont se faire tester. Donc, il y a un délai qui peut faire changer justement l'intervalle de 14 jours qu'on voyait de façon claire dans l'essai clinique et tasser un peu les choses vers ce qu'on appelle vers la droite. Évidemment, comme je le mentionnais, les travailleurs de la santé vaccinés sont ceux qui donnent des soins rapprochés aux patients et leur risque de contracter la COVID-19 est plus élevé que celui des non-vaccinés. Et ça peut faire que ce qu'on trouve comme efficacité vaccinale est sous-estimé par rapport à la réalité. Évidemment, les données des jours les plus récents peuvent être incomplètes. Une des choses qui est importante aujourd'hui en Colombie-Britannique, les collègues qui travaillent là-bas, dont le docteur Danuta Skoronski, va présenter leurs résultats qui utilisent des approches semblables et qui ont donné des résultats tout à fait comparables à ceux qu'on a vus au Québec. Alors, je vais passer la parole au docteur Brousseau pour la suite. Merci, docteur Dessert. Alors, de mon côté, on va sortir du Québec et on va regarder quelles sont les données d'efficacité disponibles ailleurs dans le monde. En fait, dans très peu d'endroits, des données d'efficacité vaccinale sont disponibles. C'est surtout en Israël où on a une étude, Et là-bas, l'efficacité vaccinale a été estimée à 51 % pour la période de 13 à 24 jours après la première dose du vaccin de Pfizer-BioNTech. Par contre, une limite importante de cette étude-là, c'est que l'identification des cas était basée sur la collecte du spécimen et non sur la date de début des symptômes qui arrive quelques jours plus tôt. Donc, concrètement, ce que ça signifie, c'est que des cas qui ont été attribués à la période de 13 à 24 jours après la première dose de vaccin avaient en fait commencé leur maladie plus tôt, moins de 2 semaines après la vaccination, à un moment où la protection vaccinale n'avait pas pu s'installer. Donc, dans ce contexte-là, d'autres chercheurs ont réanalysé exactement les mêmes données et ont, eux, conclu à une efficacité élevée de 80 à 90 % environ 3 semaines après la première dose de vaccin, ce qui est illustré sur le graphique de droite. La ligne bleue montre l'efficacité vaccinale en fonction du temps. Et on voit que pour la période de 14 à 20 jours après la vaccination, la ligne bleue elle est plus basse, l'efficacité est moindre, mais elle augmente graduellement. Donc, quand on arrive au jour 21 après la vaccination, environ 3 semaines, l'efficacité se stabilise à une valeur élevée d'un peu plus de 80 %, ce qui est bien compatible avec les données québécoises. On va sortir du monde de l'efficacité vaccinale et parler un peu des variants, parce qu'une question qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est à savoir si un intervalle de temps plus long entre 2 doses de vaccin pourrait ou non favoriser l'émergence de nouveaux variants. Pour le Comité sur l'immunisation du Québec, c'est une considération qui est théorique. On n'a pas de données scientifiques à l'appui de ça. Il faut mentionner que la Société britannique d'immunologie a émis un avis favorable à l'élargissement entre les 2 doses de vaccin qui a été mis en place au Royaume-Uni. Puis, finalement, il faut comprendre comment les variants apparaissent principalement. Enfin, un variant apparaît souvent quand il peut infecter une personne très vulnérable, par exemple une personne au système immunitaire affaibli, et où le virus peut rester pendant des semaines au sein de l'hôte et développer plusieurs mutations pendant l'infection. Mais avec la stratégie actuelle de protéger le plus de personnes possible dans les milieux vulnérables comme les CHSLD et les résidences privées
pour aînés, où on va réduire de façon importante le nombre de cas, mais ça apparaît une façon efficace de finalement limiter l'apparition de variants. Ce qu'on veut, c'est le moins possible de transmission rapidement dans ces milieux-là. Plus largement, la question des nouveaux variants reste préoccupante. Ça va être un élément qui va devoir être suivi de très près et éventuellement, ces nouveaux variants-là pourraient impliquer une adaptation de la stratégie vaccinale. Si on avait, par exemple, un variant très présent pour lequel l'efficacité vaccinale est significativement moindre. Par contre, ce n'est pas une situation dans laquelle on est à l'heure actuelle. Donc, je vais faire une synthèse de l'ensemble de la présentation. Il faut comprendre que les données d'efficacité des vaccins de Pfizer, BioNTech et de Moderna sont très préliminaires à l'heure actuelle, mais on peut déjà dégager certaines tendances, puis on voulait les partager avec vous rapidement. Donc, premièrement, l'efficacité terrain d'une seule dose de vaccin à ARN messager apparaît élevée à court terme, soit d'environ 80%. Par efficacité terrain, ça signifie l'efficacité dans le cadre de nos programmes de santé publique, par opposition à l'efficacité clinique qui a été mesurée par les compagnies pharmaceutiques. Deuxièmement, une bonne nouvelle, c'est que l'efficacité est élevée autant chez les personnes plus âgées, notamment les personnes en CHSLD, que chez les personnes plus jeunes, soit les travailleurs de la santé. En troisième lieu, la protection apparaît, oui, avec un délai d'environ 14 jours chez les personnes plus jeunes, mais il faut bien noter que ça semble un peu plus long, soit 21 jours là, pour que la protection apparaisse chez les personnes plus âgées. Donc, il faut bien comprendre qu'on n'est pas protégé de façon instantanée après la vaccination. Le quatrième puce, on mentionne qu'il est trop tôt pour déterminer à quel moment pourrait survenir une diminution de l'efficacité. On a seulement un peu moins de 2 mois de suivi actuellement, mais de façon rassurante, on n'a pas de signal de perte d'efficacité avec le temps. Et finalement, à l'heure actuelle, les données disponibles ne permettent pas de déterminer le degré exact de protection supplémentaire qui serait lié à la deuxième dose. Il faut bien comprendre qu'avec une efficacité d'environ 80% après la première dose, on peut présager que une bonne majorité du bénéfice est liée à cette première dose. On va passer pour terminer aux recommandations. Mais comme première recommandation, en fait, le Comité sur l'immunisation du Québec réitère une recommandation qui avait déjà été émise en contexte de pénurie, la pénurie de vaccins qui d'ailleurs se poursuit actuellement, qui est d'offrir une première dose de vaccin au plus grand nombre de personnes appartenant aux groupes les plus prioritaires, principalement les personnes de 70 ans et plus. On rappelle que l'unité vaccinale ne va pas diminuer brusquement avec le temps. Pour le cycle, la deuxième dose reste importante et devra être offerte principalement pour offrir une protection optimale à long terme. Il reste qu'en contexte de pénurie, un intervalle plus long est à privilégier entre les doses pour maximiser la protection du plus grand nombre, en fait pour éviter des décès et de prévenir beaucoup plus d'hospitalisation. Et finalement, un intervalle plus court pour la deuxième dose pourrait être recommandé éventuellement si un déclin de la protection a été observé avec le temps, mais ce n'est pas un signal qu'on observe avec le temps et on a une efficacité qui est élevée là, après une dose. La deuxième recommandation est de continuer à suivre étroitement l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 au Québec et ailleurs. Vous voyez que c'est déjà le cas, il y a déjà des études en place, puis on a déjà des données préliminaires à partager avec vous. Ensuite, ça va être important de bien communiquer aux personnes vaccinées l'intervalle de quelques semaines qui est nécessaire avant d'atteindre une protection optimale. Donc, il faut bien que les gens comprennent ça, puis c'est essentiel que les vaccinés évitent d'adopter des comportements plus à risque suite à la vaccination. Et même quelques semaines après la vaccination, la protection n'est pas parfaite, donc ça reste important de continuer à appliquer les mesures de santé publique. La vaccination, il faut l'avoir comme complémentaire à l'application des autres mesures de prévention. Et finalement, il va falloir poursuivre les efforts pour accroître la proportion de travailleurs de la santé vaccinés. On a une majorité qui a reçu le vaccin, mais la protection reste sous-optimale, notamment dans les milieux vulnérables. Donc, c'est important de se rappeler que la vaccination va réduire de façon importante le risque de faire la maladie. La vaccination des travailleurs de la santé va protéger l'intégrité du système de soins, puis est un moyen très efficace aussi pour éviter l'introduction du virus dans des milieux vulnérables comme les CHSLD, les résidences privées pour aînés et les hôpitaux. Et merci à vous pour votre attention. Merci, Dr. Rousseau et Dr. Dessert. On va donc passer à la période des questions. Alors, nous acceptons une question par journaliste et une sous-question.
Pour poser votre question, nous vous invitons à utiliser l'icône de la main levée qui se trouve dans l'encart blanc à droite de votre écran. Alors, il faut cliquer sur les 3 petits points et vous verrez apparaître l'icône. Je vais interpeller les journalistes par leur nom. Le micro sera activé. Il va falloir accepter la notification d'activation du micro. Et à ce moment-ci, je vais vous demander de vous présenter par votre nom et celui de votre média. Donc, je vous demanderai, en plus de ça, de bien vouloir vous en tenir aux questions directement en lien avec la présentation. Si vous avez des questions de notre ordre, vous pouvez communiquer avec notre service de relations médias et nous vous mettrons en contact avec l'expert qui pourra vous répondre. N'hésitez pas à poser vos questions en anglais. Et après le briefage, évidemment, il va être possible pour vous d'obtenir des entrevues complémentaires avec nos intervenants de ce matin. Donc, voilà, on va donc passer à la première question de Stéphanie Marin. Oui, bonjour à tous. Stéphanie Marin de la Presse canadienne. Lorsque vous aviez formulé les premiers avis de report de la 2e dose à un maximum de 90 jours pour maximiser la vaccination d'un nombre plus élevé de personnes, vous aviez dit « on va surveiller ce qui se passe sur le terrain ». Est-ce que je dois comprendre qu'aujourd'hui, après cette période d'observation de ce qui s'est passé sur le terrain, votre avis demeure le même? Il n'y a pas de problème à reporter la seconde dose à 90 jours? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre avis? Et si oui, quoi? Est-ce que tu veux répondre, Nicolas? Ou... En fait, le SIC a émis 3 avis, puis il faut bien comprendre que le SIC n'a pas nommé d'intervalle précis ou maximal. Avec cette efficacité élevée-là de 80% et le fait qu'elle ne diminue pas avec le temps, je pense que le message principal est de dire on doit se concentrer à donner une première dose au plus possible de personnes vulnérables. C'est ce qui probablement va prévenir plus d'hospitalisations et éviter le plus de décès. On voit la diminution qui a été observée en CHSLD et on pourrait dire que finalement le SIC maintient cette recommandation-là. Au niveau de l'essence de la recommandation, ça reste la même puisque les données sont positives là, à l'heure actuelle concernant l'efficacité du vaccin. Je pense que pour rajouter à ça, il faut voir que ce qui était prévu, c'était d'avoir 1,3 million de doses d'ici à la fin mars. Avec 1,3 million de doses, les 6 premiers groupes prioritaires, on avait besoin, c'est à peu près 1,7 million de personnes. Et donc, si on donne une dose, on réussit à couvrir à peu près toutes ces personnes-là. Encore une fois, c'est ça, comme le disait le Dr Bousseau, le SIC n'a jamais dit quel était l'intervalle à privilégier, mais évidemment, comme la fin mars, ça correspondait à peu près à 90 jours à partir du début de la vaccination, je dirais que c'est probablement ce qui a fait qu'au niveau du gouvernement, il avait parlé de 42 à 90 jours, mais actuellement, en tout cas, vraiment, les données ça fonctionne bien. On monitore semaine après semaine si on va voir des changements dans cette efficacité-là, mais c'est certain que tant qu'on reste avec une très forte protection avec une seule dose, évidemment, c'est beaucoup plus avantageux de donner une première dose à d'autres personnes que de redonner une deuxième dose aux gens qui en ont reçu une première. Merci. Puis sur le même sujet, considérant qu'il y a encore, on n'a pas encore toutes les doses que l'on pouvait espérer recevoir, toutes les doses de vaccin, et le fait que vous avez mentionné dans la présentation que vous n'avez pas encore de données fermes sur le moment où l'efficacité diminue après une première dose, est-ce que à ce moment-ci, on peut considérer que la seconde dose pourrait être donnée dans un délai plus grand que le 90 jours qui avait été mentionné? Je pense que ça va être une décision du gouvernement. Encore une fois, je pense que le comité sur l'immunisation présente les données scientifiques disant, pour le moment, la situation, elle est vraiment très positive. Et encore une fois, non seulement ici au Québec, mais on voit la même chose en Colombie-Britannique.
Donc, évidemment, je pense que c'est une question de choix de stratégie. Et pour le moment, en tout cas, au niveau de ce qu'on peut voir dans les données au niveau québécois, il n'y a pas, je dirais, de grande urgence à donner la deuxième dose parce que, justement, cette première dose-là protège bien. Et l'analyse qu'on a fait pour les travailleurs de la santé dans les 2 dernières semaines, là, pour voir est-ce qu'il y avait quelque chose qui pourrait nous suggérer une baisse de l'efficacité, la réponse a été non. Ça donne une très bonne présence d'efficacité chez les travailleurs de la santé qui ont reçu une première dose. Et donc, à ce niveau-là, bon, évidemment, le gouvernement a toute l'attitude pour décider de ce qui lui apparaît le plus approprié. Mais en tout cas, les données scientifiques sont très rassurantes. Merci beaucoup. Merci. Alors, prochaine question, Alain Laforêt. Bonjour à vous. Bonjour. Docteur Dessert, vous dites que... S'il vous plaît, précisez votre média, oui, M. Laforêt. Alain Laforêt, TVA. Docteur Dessert, vous laissez entendre qu'il y a une bonne efficacité, que ça fonctionne bien pour les travailleurs de la santé, mais est-ce qu'on peut prendre en compte l'émergence des variants actuellement au Québec pour faire cette affirmation-là? Bien, évidemment, la question des variants est une question importante. Et je pense que c'est certain que la situation qu'on voit ici au Québec, pour le moment, on a l'impression, puis évidemment, on va avoir plus d'informations d'ici une semaine ou deux, que la proportion de tous les coronavirus qui appartiennent à des variants, elle est très petite. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, le Dr Bousseau l'a bien mentionné, si on voit qu'il y a des problèmes liés aux variants, il va falloir ajuster les recommandations en conséquence. Par contre, il y a eu des données qui ont été tirées des études faites avec les vaccins de Pfizer et Moderna qui semblent dire que pour le variant britannique, ces vaccins-là protègent très bien. Alors, évidemment, ça va être en regardant ce qui se passe sur le terrain qu'on va pouvoir, je dirais, être capable d'évaluer l'impact que ça pourrait avoir. Mais pour le moment, si les choses qu'on voit au Québec s'observent aussi en Grande-Bretagne, où là, ils ont à gérer essentiellement des cas liés aux variants, bien évidemment, ça va, je dirais, nous dire que même pour ce variant-là, entre autres, l'efficacité reste très bonne. Juste pour résumer, là, si vous pouvez nous donner le pourcentage de travailleurs de la santé vaccinés versus le pourcentage de personnes vivant principalement dans les CHSLD et certains dans les RPA avec les taux d'efficacité de réponse de la première dose. Juste nous le résumer, s'il vous plaît. Donc, actuellement, on a presque 80% des résidents des CHSLD qui ont été vaccinés. Environ 50% des travailleurs de la santé du secteur public ont été vaccinés. Et pour les travailleurs de la santé, on voit qu'après 14 jours après leur vaccination, l'efficacité du vaccin est de l'ordre de 80%. Et chez les résidents de CHSLD, on voit qu'après 21 jours, l'efficacité est autour de 80% aussi. Merci beaucoup. Alors, prochaine question, Mylène Crête. Bonjour. Je voulais savoir... Votre média, s'il vous plaît, Madame Crête. Du devoir. Je voulais savoir, avec l'arrivée des variants, est-ce qu'il serait souhaitable de vacciner toutes les personnes qui sont âgées de 60 ans et plus avant de donner la deuxième dose des vaccins contre la COVID-19? Actuellement, la recommandation est d'offrir une première dose aux personnes vraiment les plus vulnérables. Là, on parle des 6 premiers groupes prioritaires, que sont les personnes de 70 ans et plus. C'est vraiment là où la majorité des hospitalisations, la presque totalité des décès se retrouvent. Et c'est sûr qu'on veut on voudrait vacciner toutes les personnes vulnérables le plus rapidement possible. Donc, c'est la recommandation actuelle. Puis je pense que finalement, la clé, c'est de monitorer en temps réel l'efficacité des vaccins, leur performance, puis de moduler les recommandations en conséquence. Mais pour l'instant, on parle vraiment de focus sur une première dose chez les personnes de 70 ans et plus. Je vous pose oui.
C'est sûr que les 60-69 ans, c'est un groupe qui aussi va parfois aboutir à l'hôpital ou décéder de la COVID, mais c'est un très gros groupe. Et donc, évidemment, quand on regarde la mortalité et les hospitalisations, on est vraiment mieux de donner la première dose aux gens de 70 ans et plus, mais le groupe suivant, c'est effectivement les 60-69 ans. Alors, la décision de est-ce qu'on devra donner une deuxième dose aux gens qui ont reçu une première dose dans les 6 premiers groupes ou une première dose aux gens de 60-69 ans. En tout cas, je pense qu'on va continuer à suivre l'efficacité parmi le groupe les premiers groupes priorisés, mais à ce moment-là, le gouvernement pourra décider quelle stratégie il décide et il veut adopter. Est-ce qu'on donne la deuxième dose à ceux qui ont reçu déjà une première dose ou est-ce qu'on étend une première dose aux 60-69 ans? Je vous pose la question parce que vos collègues hier étaient quand même préoccupés, là, entre autres par l'arrivée du variant britannique, là, dont on ne connaît pas le comportement au Québec encore. Alors, je vais vous reposer la question autrement. Est-ce que vous pensez qu'il serait souhaitable alors de vacciner les 6 groupes prioritaires avec une première dose, puis d'attendre que toutes ces personnes-là soient vaccinées avant d'offrir la deuxième dose? Parce que selon vos recommandations du mois de décembre, puis selon ce que le gouvernement avait décidé, on commençait à donner la deuxième dose là, vers la mi-mars ou la fin mars, là. Donc, on faisait les 2 doses en parallèle là, pour des groupes différents. La recommandation actuelle du comité façon très serrée, puis advenant des nouveaux paramètres, de nouvelles informations, ben, il pourrait être possible de devoir ajuster la recommandation dans un sens ou dans l'autre, mais dans le fond, c'est la recommandation avec les données qu'on a en date d'aujourd'hui, avec l'efficacité élevée qui est constatée, puis l'absence de signal de perte d'efficacité avec le temps. Merci. Je pense qu'évidemment, les gens qui ont reçu une première dose, il y en a qui sont préoccupés, qui aimeraient bien avoir leur deuxième dose tout de suite. Puis, je pense que les annonces faites précédemment par le gouvernement étaient faites à un moment où il n'y avait pas tant de données. Et donc, le fait qu'on voit au Québec, en Colombie-Britannique, une très bonne performance d'une première dose, ça permet probablement de réduire la pression qui était là pour avoir la deuxième dose le plus tôt possible. Donc, évidemment, la décision, encore une fois, dépend du gouvernement, mais au niveau de l'avis du comité sur l'immunisation, c'est que pour le moment, on pense qu'on va avoir plus d'impact en termes de mortalité, d'hospitalisation en donnant une première dose au plus grand nombre que de donner une deuxième dose à moins d'individus. Merci. Parfait, merci. Je vous rappelle que nous vous demandons de préciser votre média en plus de nous dire votre nom. Donc, prochaine question de Lauren McCallum. Yes, hi, Lauren McCallum, CBC News. I'd like a little summary, if possible, in English. Can you, for the sake of English, just summarize what your main recommendation is regarding the second dose of the vaccine and delaying the second dose? Yes. So what we see is that since the beginning of the vaccination in Quebec, we have evaluated the effectiveness of the vaccine, and we saw that in healthcare workers and in residents of long-term care facilities, the vaccine gives a protection around 80%. In both groups, the protection is coming a little earlier in healthcare workers, about 2 weeks after receiving the vaccine, whereas it takes 3 weeks for people living in long-term care facility who are much older and with a much frailer condition. So given these results, the Quebec Immunization Committee recommends to administer a first dose to the largest
a number of people rather than immunizing with a second dose those who had received. And we will continue to monitor the effectiveness to see if it declines over time, and we will readjust the recommendations accordingly. And again, like my colleague said yesterday, the INSBQ mentioned they were concerned about the new variant. Of course, we still don't know the extent of its spread in Quebec. What impact would the variant have on assessing the need for a second dose? Maybe in fact, if we'll have to see with the exact data, the exact impact on the variants on vaccine effectiveness. But on one hand, if we it's hypothetical, but if we see a decreased effectiveness with a variant that will be present in Quebec, we could want to reduce the interval to protect people as quickly as possible. But on the other hand, when we increase the interval between doses, normally the immune response is better after the second dose. So on the other hand, we can want to increase the delay to have the great response after 2 doses. So it could go in both sense. So I think we will have to see the data, the exact impact on variants, and give the best recommendation. But at the moment, it's too early. We have a good effectiveness of the vaccine without any sign of decreasing effectiveness over time. Thank you. Merci. Prochaine question de François Carabin. Oui, bonjour, François Carabin avec le journal Métro. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. D'abord, j'aimerais revenir sur les variants. Selon les données préliminaires qui viennent de la communauté scientifique à travers le monde, quels sont les variants qui vous inquiètent le plus quant à l'efficacité de la vaccination, et est-ce qu'il y en a actuellement au Québec? Écoutez, il y a 3 variants qui ont été bien identifiés comme étant préoccupants. Le variant du Royaume-Uni, le variant brésilien et celui de l'Afrique du Sud. Celui qui semble avoir eu le plus d'impact sur l'efficacité des vaccins a été le variant de l'Afrique du Sud, qui, dans une étude avec le vaccin d'AstraZeneca, donc qui n'est pas le vaccin dont on parle pour le Québec, ou les vaccins dont on parle pour le Québec, là, on a vu vraiment une baisse de la protection. Donc, là, il y a eu une démonstration claire que le changement chez le virus peut avoir un impact sur l'efficacité du vaccin. Encore une fois, le vaccin d'AstraZeneca est une autre technologie et qui a, même dans les circonstances où le virus était un virus qui n'était pas un de ces variants-là, avait une efficacité de l'ordre de 70%. Donc, on continue ici au Québec, mais partout dans le monde, à surveiller quel pourrait être l'impact de ces variants-là sur l'efficacité du vaccin. Mais pour le moment, en tout cas, avec les vaccins ARN, on semble avoir vraiment une protection qui réussit à bien contrôler ces variants-là. Merci. Et pour poursuivre sur la deuxième dose, vous avez donc sélectionné cette période de 42 à 90 jours, mais vous disiez plutôt que vous n'êtes pas capable, en fait, qu'il est trop tôt pour déterminer à quel moment pourrait survenir une diminution de l'efficacité. Donc, comment avez-vous fait pour mettre le doigt là, sur cette période de 42 à 90 jours? Je peux, encore une fois, le comité sur l'immunisation n'a pas défini d'intervalle. Le comité sur l'immunisation dit, normalement, ce qu'on connaît de tous les vaccins, c'est qu'une fois l'immunité installée, elle persiste pendant une bonne période de temps. Bonne pouvant varier d'un produit vaccinal à l'autre, mais généralement, on parle d'efficacité qui va durer même pendant des années après une première, lorsqu'elle est déjà établie. Ceci étant dit, avec ces vaccins ARN pour lesquels on a moins d'expérience, on ne peut pas être certain de la durée de la protection, mais ce qu'on sait, c'est que la probabilité que l'immunité, si elle est rendue à 80-90% après une première dose, que 2 mois plus tard, elle soit rendue à 50%, c'est presque impossible. Donc, dans ce contexte-là, ce que le comité recommande, c'est de dire, écoutez, on doit vacciner, profiter de la protection élevée que donne la première dose et suivre de façon rapprochée
cette efficacité-là. Et si elle se maintient, ben, on n'a pas de presse à donner la deuxième dose. On devrait attendre d'avoir des signaux que cette protection-là baisse avant de déterminer l'intervalle. Merci. Merci beaucoup. Alors, prochaine question, Rob Lurie. Good morning. Can you hear me? Yes, we can. Okay. I just want to know how long do you specify think we your can wait? media, please. Sorry. How long do you think we can wait to give the second dose of the vaccine, please? Nicolas? At the moment, we don't specify a specific interval. I think the key is to monitor vaccine effectiveness. The message is to focus on administering first dose as many vulnerable people as possible. That's the way to decrease the number of hospitalization and prevent deaths. So that will be with when we have a better idea of the duration of the first dose, that it will be possible to determine an exact interval. At the moment, we think that we have to favor a longer interval rather than a short interval to optimize the public health impact of vaccine, but we don't specify a specific number of days for the second dose. And also about the South African variant, the challenges that you believe that's going to present, please. The South African variant, it could be a challenge if, in fact, the RNA vaccines do not protect as well against these variants as they do for the usual coronavirus. But at the present time, the studies, the in vitro studies, are quite reassuring in that regard, that these two products do protect well against the South African variant. So we need to continue to evaluate the situation over the following months. But at the present time, at least the studies done for these two mRNA vaccines are quite reassuring. Thank you. Merci beaucoup. Prochaine question de Charles Le Cavalier. Oui, bonjour, Charles Le Cavalier du journal. Docteur, je pose la question à vous deux. Ça a été quand même très controversé à l'époque, au début du mois de janvier, là, quand vous avez décidé de reporter la deuxième dose. Déjà, d'autres scientifiques qui ont critiqué ça, à Ottawa, entre autres. Donc, est-ce qu'on peut... Donc, vous concluez aujourd'hui vraiment que c'est un pari, finalement, qui a été gagné là, de votre part? À l'heure actuelle, les choses, on pourrait dire, oui, évoluent dans la bonne direction, là, d'avoir, dans le contexte de programmes de santé publique où pour plusieurs vaccins, souvent l'efficacité est moindre que dans les études cliniques, d'avoir une bonne efficacité à 80%, et surtout d'avoir une très bonne efficacité chez des personnes vulnérables qui n'ont pas été inclus dans les études cliniques. Ce sont des très bonnes nouvelles. Donc oui, je pense que ces données-là vont dans le sens où le gouvernement, on pourrait dire, a pris la bonne décision en favorisant un intervalle plus prolongé. Je pense que ça va être lié à la prévention d'un plus grand nombre d'hospitalisations et le fait d'avoir évité un beaucoup plus grand nombre de décès. Et je rajouterais à ça, le Comité sur l'immunisation du Québec est un comité qui a une très grande expérience en vaccination. Quand vous parlez d'un pari, je pense qu'une des choses qui est claire, c'est qu'avec les vaccins, on travaille avec le système immunitaire. Le système immunitaire est un système qui est là pour nous protéger à long terme. Il n'est pas là pour nous protéger. Évidemment, il sert à éliminer l'infection au moment où elle est présente, mais il sert aussi beaucoup à nous protéger pour des infections futures. Et donc, lorsqu'on voyait clairement dans les données de Pfizer et dans les données de Moderna qu'on atteignait 90% de protection après une première dose, et ça, ce n'est pas nous qui avons généré ces données-là, ce sont les données du manufacturier, bien évidemment, de
considéré que la protection allait durer minimalement quelques mois à ces niveaux-là, c'était pas un vrai gros pari parce que justement, avec l'ensemble des vaccins, on sait que c'est comme ça. Alors, pourquoi ces vaccins-là auraient eu un comportement si différent? Là, vraiment, je pense que il y avait des gens qui s'inquiétaient parce qu'ils disaient, oui, il y a une protection, mais on ne sait pas combien de temps elle va durer. Mais même après 2 doses, évidemment, le suivi totalisait à peu près 2 mois. Donc, on n'avait pas beaucoup plus de données scientifiques sur la protection à long terme avec 2 doses. Alors, je pense que, évidemment, d'aller en dehors de ce qui est recommandé par le manufacturier, ça apparaît toujours un peu risqué. Mais encore une fois, les données sur lesquelles le comité s'appuyait pour faire sa recommandation étaient des données qui, en soi, s'appuyaient non seulement sur l'essai clinique, mais aussi l'ensemble du comportement des vaccins sur lesquels on travaille depuis des années. Deuxième question, là, je reviens un peu, mes collègues aussi vont cuisiner là-dessus, mais à quel moment on va donner cette deuxième dose-là? Le docteur Dessert, vous nous avez dit que qu'on devrait profiter en ce moment de la très bonne efficacité qu'on voit de la première dose et de regarder là, à quel moment il allait avoir un recul de la protection de la première dose et puis que c'est à ce moment-là qu'on va enclencher la phase, disons, de donner une deuxième dose aux personnes vulnérables. Parce que ce que je comprends, c'est que dans le fond, cette deuxième dose-là, elle va être donnée à partir du moment où on va constater une baisse de la protection. Je pense que c'est ça qui est un peu l'objectif. Si, donc, à chaque semaine, le comité sur l'immunisation se réunit. À chaque semaine, on présente les données mises à jour. Et donc, si on voit qu'au cours des 4-5 prochains mois, l'efficacité après une première dose se maintient de l'ordre de 80 à 90% sans aucun signe de fléchissement, évidemment, ça va être tout à fait en faveur de dire, bien, continuons à donner le plus de premières doses possible. Si les premières personnes vaccinées au mois de décembre ou début janvier, on se rend compte qu'après 3 mois, effectivement, parmi ces personnes-là, il y a peut-être moins de protection. Bien, évidemment, ça va être un signal important que le comité sur l'immunisation va devoir considérer pour dire, ben là, d'aller au-delà de cette période-là, ça pourrait être problématique. Un des points très importants à mentionner, en vaccination, il y a une chose qu'on connaît depuis longtemps, c'est que plus l'intervalle est grand entre 2 doses, plus la réponse est importante, plus elle est grande. Et ça, je pense qu'il y a eu des gens qui ont eu beaucoup d'inquiétudes sur le fait qu'en retardant la deuxième dose, l'impact de la deuxième dose soit moins bon. On a beaucoup d'expérience dans les vaccins avec des intervalles et on voit que si on donne les doses rapidement, on a moins d'impact que quand on les donne de façon plus espacée. Alors, à ce niveau-là, si jamais on arrive à dire, bon, écoutez, après 3 mois, après 4 mois, on devrait avoir la deuxième dose, il ne faudrait pas que les gens soient inquiets d'avoir moins de réponses à leur deuxième dose que s'ils l'avaient eu plus tôt. Parfait, merci beaucoup. Prochaine question, Fanny Lévesque. Oui, bonjour à vous deux, à vous trois. Juste pour être vraiment... Le média, s'il vous plaît, Madame Lévesque. La presse. Donc, juste pour être vraiment clair, là, je comprends que c'est le gouvernement qui, au final, va choisir sa stratégie, là, mais selon les données actuelles, là, vous, M. Dessert et M. Bourseau, vous seriez à l'aise avec l'idée qu'on vaccine, par exemple, la deuxième dose après 90 jours. Vous seriez à l'aise avec ça à ce moment-ci? Ben, à l'heure actuelle, les données indiquent une protection élevée sans signe de diminution. Donc oui, c'est un élément qui pourrait être considéré de dépasser l'intervalle de 90 jours. Reste, comme vous l'avez mentionné, ça revient au gouvernement de déterminer l'intervalle et la stratégie exacte en fonction d'autres considérations de planification de programme, etc., pourraient arriver à une décision qui lui appartient. Je pense que notre rôle, c'est de fournir des recommandations, de donner des données les plus à jour. Je pense que c'est quand même assez exceptionnel d'arriver aussi rapidement avec des données préliminaires d'efficacité vaccinale. Il y a très peu d'endroits dans le monde qui ont diffusé de telles données. Donc, on amène ces données-là rassurantes, puis ce sera au gouvernement d'adopter la stratégie qui lui semble la plus pertinente. Je veux juste ajouter un élément séparé, c'est qu'ici, nos données concernent la prévention de la maladie.
On n'a pas encore de données sur la prévention des infections plus sévères comme les hospitalisations et les décès, mais on peut penser que cette protection-là va être aussi élevée, 80%, ou peut-être même plus élevée pour la prévention d'infections graves. C'est souvent ce qu'on voit avec les vaccins, que les vaccins sont encore plus efficaces pour prévenir des événements graves. Et puis pour compléter, au niveau du suivi actuel, évidemment, on est rendu à la mi-février ou à peu près, et on a évidemment des gens qui ont été vaccinés depuis le début janvier essentiellement. Donc, on est à peu près à 45 jours de suivi pour les gens qui ont été vaccinés le plus précocement. Donc, c'est certain que de dire à quel moment l'intervalle pour la deuxième, quel intervalle on devrait avoir pour la deuxième dose, ça va dépendre de ce qu'on va observer au cours des prochains mois, des prochaines semaines. Si on voit rendu à la mi-mars, donc avec là un suivi qui va être plutôt de l'ordre de 70-75 jours que la protection se maintient, évidemment, ça va je dirais, favoriser la possibilité qu'on puisse aller au-delà de 90 jours. Mais c'est certain que les données qu'on a actuellement, ce sont des données qui parlent du court terme. On n'a pas encore de données qui nous parlent du long terme, mais c'est ce qu'on s'est engagé à faire, là, à évaluer ça sur justement non seulement le court terme, mais faire une surveillance continue tout au long des mois pour être capable justement d'ajuster les recommandations en conséquence. Très bien. Puis une précision, donc vous parlez de à peu près 80% d'efficacité là, après 14 ou 21 jours selon le groupe d'âge, là, mais donc on atteint le 90% après combien de temps environ? Ben, écoutez, pour le moment, les données qu'on utilise sont des données qu'on appelle de surveillance. Donc, c'est les cas qui sont rapportés par la santé publique, qui sont investigués par la santé publique. Évidemment, au fur et à mesure où on va avoir plus de recul, on va être capable de faire plus le tri dans les données et d'avoir des analyses plus fines. Est-ce qu'on atteindra 90% ou est-ce qu'on va rester autour de 80%? Encore une fois, je pense que le 80%, il faut le voir comme un ordre de grandeur. Mais est-ce qu'on va monter à 90%? Dans les données d'Israël, encore une fois, ils sont de 90% avec leurs données là, qui sont recueillies dans leur programme de vaccination. Et on peut espérer qu'on aura aussi la même chose, mais encore une fois, on est un petit peu tôt dans le processus pour pouvoir dire que d'ici une semaine ou deux, on est capable de bien mesurer que ça se rend jusqu'à 90%. Merci beaucoup. Prochaine question, Jacob Serbrin. Good morning, Jacob Serbrin, the Canadian Press. Just on this, actually to sort of follow up on this last question that was just asked here, is there a reason why we might expect sort of the results on the ground to be lower, or the protection level that we see on the ground to be lower than what's seen in clinical trials? I guess clinical trials are generally done in the best conditions. So they obviously, in terms of the cold chain, the handling of the vaccines, everything is done perfectly, monitored very closely. The clinical trials also, in general, exclude people with some serious conditions. And if we're talking about residents in long-term care facilities, obviously nobody in that type of condition was enrolled in any of the clinical trials. Healthcare workers are more similar to participants in clinical trials. But again, the monitoring done during clinical trials is as close as it could be. And symptom onset, testing very quickly of patients was done in a manner that is not identical to what is done in our current situation. So, the difference between clinical trials is that we anticipate that these will report the best results that you could ever get with a product. And you anticipate some decrease when you will apply the vaccine to the general population. Obviously, a much lower protection in the general population would mean that there is a problem.
But I think we're in the same order of magnitude of the effect in what we see. Thank you. For my follow-up, when we look at the decline in the number of cases of COVID-19, especially in long-term care centers, how much of that do you think is due to the vaccine, and how much of it is due to the other measures that have led to a decline in the number of cases in the general population? I guess I can do the comparison between what we see in long-term care facilities and in private nursing homes. Nursing homes, we have quite a significant decline in the order of 80% between early January and the first weeks of February. In long-term care facility residents, it's a decline that is a little further in the range of 95%. So I would say it's difficult to tease out the effect of the vaccine and the effect of the general decrease in the population. But I would say probably at the present time, the majority of the decrease seen in long-term care facility have been due to the general situation, and obviously the vaccination in healthcare workers who are less likely to import the virus in the facility. So again, by comparing private nursing homes and long-term care facility, we can see that the incidence in the general population had a huge impact on elderly populations living in nursing homes or in long-term care facilities. Thank you. Merci. Alors, prochaine question de Jessie Fith. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Fith? Je ne sais pas si vous avez accepté la notification d'activation de votre micro, mais puisqu'il semble avoir un problème technique, on va passer à la prochaine question. Monsieur Fith, vous pouvez nous envoyer votre question par écrit dans le module Q&A et on pourra la prendre en considération ou peut-être réessayer de lever votre main si vous arrivez à résoudre votre problème. On va donc passer à Sean Gordon. Hi there, it's Sean Gordon from CBC. I'm wondering to what extent there is evidence that the vaccination is also lowering the severity of disease among older people and the incidence of death. What evidence have you gathered from the first dose in Quebec on that front? Well, at this time, we don't have evidence regarding deaths. I've spoken about the delay between vaccination and protection being induced by the vaccine, but then for death, which happens generally, 7 to 14 days after disease onset, you need a longer period of follow-up to be able to see that. And we're too close from the vaccination period to be able to really get results about these outcomes. For people in long-term care facilities are generally staying in these facilities if they get sick. So the impact of vaccinating these people to prevent hospitalization is not that large, but it is about deaths because deaths is quite common in these residents if they get infected. And for this, we will need a few more weeks before being able to have good data. Just as a follow-up question, I know that there were lots of anecdotal stories about cases of people contracting COVID-19 after being vaccinated, some of them being hospitalized, et cetera. And I guess just from a more general perspective, what's the message here as far as concerns of the general population that people might still get sick despite having this vaccine?
what would you say to those people? In fact, to have vaccinated cases is something expected. First, in the first few weeks after vaccination, there's no protection. It takes time. And even after 2, 3, 4 weeks, the effectiveness is high, the risk is reduced, but people are not invincible. I don't know if we can say that. The protection is not 100%. So it's an important tool. It's very effective, but still, we have to still follow public health measure, the mask, etc., to reduce the risk as much as possible. Something dangerous would be that after vaccination, someone start to see many people and have many contacts. So it's very effective, but it's not perfect. Parfait, merci. Je vais juste répondre à une question qu'on a reçue dans le chat qui pourrait concerner tout le monde. Donc, effectivement, oui, les journalistes sont autorisés à diffuser le contenu de la séance, donc autant la présentation que la période des questions. On arrive à la fin. Je vais prendre ce qui sera la dernière question, à moins que dans l'intervalle, on reçoive la question de M. Fitt qui tentait de nous joindre. Igor Marison. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Si. Deux questions vitement. Dans un premier temps, on voit l'efficacité du vaccin, on voit que les doses vont finir par arriver. À quel moment ou à quel taux de couverture vaccinale pourrait-on envisager la levée des mesures sanitaires? On voit le chiffre magique qu'on voit souvent, c'est 70% de personnes immunisées, soit vaccinées ou qui ont fait la COVID avant de penser pouvoir réduire les mesures sanitaires ou avoir une immunité qui fait qu'on va être collectivement protégé contre l'infection. Il faut bien comprendre, actuellement, on a des vaccins pour environ 3% de la population. C'est très faible, donc on n'est pas dans une position pour dire qu'on réduit de façon prononcée la transmission dans l'ensemble de la population. Donc, ça va prendre un certain nombre de mois en fonction des données qui ont été présentées par le gouvernement fédéral. C'est plus à la fin de l'été ou au début de l'automne qu'on pourrait penser arriver à une situation comme ça. Mais il y a encore beaucoup plus d'inconnus, donc c'est difficile de répondre précisément à la question. D'accord. Deuxième question, si vous me permettez. Au niveau des effets secondaires par rapport au vaccin, est-ce qu'on a noté des effets secondaires particuliers ou y en a-t-il plus? Est-ce qu'il y en a moins que d'habitude vu que c'est un vaccin ARN? Je peux peut-être vous dire qu'actuellement, vous savez, au niveau du Québec, mais même au niveau du Canada, de l'ensemble des pays, il y a des systèmes de surveillance de la sécurité des vaccins. Et donc, si un médecin, une infirmière, un pharmacien voit quelqu'un qui présente un problème de santé inhabituel qui serait lié possiblement au vaccin, la loi lui demande de rapporter ces cas-là. Donc, le système de surveillance qui est en place jusqu'à maintenant a identifié certains aspects auxquels on s'attendait, à savoir, il y a des réactions au site d'injection. Il y a évidemment des réactions un petit peu généralisées, donc de fièvre, douleur musculaire, fatigue, faiblesse, qui était un peu ce qui était rapporté dans les essais cliniques, tant avec le vaccin de Pfizer qu'avec le vaccin de Moderna. Évidemment, quand on vaccine des millions de personnes, on s'attend à ce que des effets plus rares puissent se produire. Et donc, un des effets secondaires qui a été noté, ça a été quelques cas d'allergies sévères, des anaphylaxies. Aux États-Unis, ils avaient environ un cas par 100 000 personnes qui avaient été trouvées. Au Québec, on est plutôt à un cas par 25 000, 30 000 personnes qui a été rapporté jusqu'à maintenant. Heureusement, ces événements-là qui se produisent très rapidement après la vaccination sont traitables et les gens ont été pris en charge et personne n'a gardé de conséquences de tout ça. Donc, pour le moment, je vous dirais, le tableau de la sécurité des vaccins semble, je dirais, très positif. Il y a une chose qui est peut-être un peu inhabituelle. On voit avec le vaccin de Moderna des gens qui ont des réactions au site d'injection qui, au lieu d'apparaître
rapidement, là, dans les jours qui suivent après la vaccination, apparaissent un peu plus tardivement, donc presque une semaine à 10 jours après. Et ça, donc, c'est un peu inhabituel avec nos vaccins, mais ce ne sont pas nécessairement des réactions au site d'injection qui sont plus graves que les réactions usuelles.